Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre Alter JT. Ziad Ebouna, l'impunité policière confirmée. Hôpital public, épuiser les agents pour mieux privatiser les soins. Transhumanisme, tous humanoïdes. Apiculture, un début de solution pour sauver les abeilles. Monsanto, un rap humoristique qui dit tout du géant américain contre lequel on marchait justement ce week-end dans le monde entier. Leur mort en 2005 avait soulevé l'indignation des populations des quartiers populaires. Ziad Ebouna, 2 adolescents de Clichy-sous-Bois et un 3e copain préfèrent s'enfuir plutôt que de se soumettre à un banal contrôle d'identité dont ils savent pourtant la dangerosité. On ne grandit pas fils et filles d'immigrés dans un quartier pauvre sans faire l'expérience des dérapages nombreux de la police et de leur totale impunité. Poursuivis par les policiers, ils se réfugient sur un site EDF. Les policiers se gardent bien alors de leur crier qu'ils sont en danger. Les 3 adolescents sont électrocutés. 2 d'entre eux ne se relèveront pas. La colère est grande et l'impunité redoutée. On craint alors une 2e révolte de plus forte ampleur. Aussi la justice va-t-elle attendre 10 ans 10 ans pour prononcer la relaxe des policiers. Octobre 2005. Pour fuir un contrôle de police, Ziad Ebouna Traoré, soupçonné de vol, se cache dans un transformateur électrique, où il trouve la mort. Les autorités couvriront les policiers. C'est ce mensonge qui mettra le feu aux banlieues françaises et provoquera l'instauration de l'état d'urgence. Dans un rapport rendu en décembre 2006, l'Inspection générale des services avait pointé la négligence des policiers, expliquant que si l'alerte avait été donnée à temps, EDF aurait pu intervenir un quart d'heure avant l'accident. L'instruction de cette affaire aura duré 10 ans. Le tribunal de Rennes a finalement relaxé les 2 policiers, Sébastien Guémin et Stéphanie Klein, poursuivis pour non-assistance à personne en danger. Pour les juges, ces agents n'avaient pas eu conscience de l'existence d'un péril grave et imminent. Pourtant, Sébastien Guémin avait bien dit à sa collègue Stéphanie Klein « S'ils rentrent sur le site EDF, je ne donne pas cher de leur peau ». Un rassemblement a eu lieu après l'annonce du verdict devant le tribunal de Bobigny en Seine-Saint-Denis. La réalité aujourd'hui, elle est double. Il va y avoir 2 versions ce soir sur les ordres. La version des familles, celle qui est pétrie de douleur et de couleur et de douleur et de colère. Et de couleur aussi, parce qu'il faut le dire. Parce que celles et ceux qui seront en empathie avec Ziad Ebouna, sa mère, leur père, les frères et sœurs, ce sont ceux et celles qui se font arrêter quotidiennement, harcelés, violentés, dans l'indifférence de tous et de toutes. Ça, c'est la première version, c'est la nôtre, celle qui va nous empêcher de dormir. Et il va y avoir une 2e version. La 2e version, c'est celle des médias en majorité, des politiques, des Marion Maréchal Le Pen qui aujourd'hui par un tweet a insulté, a phobie sur tous les habitants et habitantes des quartiers populaires. Cette 2e version, vous savez ce que c'est que leur préoccupation aujourd'hui? C'est est-ce que ça va brûler dans les quartiers? Alors on leur répond calmement, calmement, dans les quartiers, ça brûle, ça brûlait hier, ça brûle aujourd'hui, ça brûlera demain, ça brûle sans fumée, ça brûle sans flamme, ça brûle dans l'ombre et l'indifférence, ça brûle au-dedans de chacun d'entre nous, c'est là où ça brûle. Alors ça fait pas des belles images à la télé, évidemment, parce que la réalité, ce qui a été dit, derrière ce non-lieu, derrière cette relaxe, c'est un mépris pour tous ceux et celles qui vivent dans les quartiers populaires. Et on leur dit très simplement et calmement, tant que vous n'aurez pas réglé le problème des inégalités sociales, des discriminations racistes, parce qu'on est noir ou arabe, on aurait un statut de sous-citoyen dans ce pays-là. Tant que ces problèmes-là ne seront pas réglés, eh bien ça continuera à brûler. Et de temps en temps, il y aura des poubelles, des bagnoles qui crameront comme aux États-Unis. Et nous, dans ces moments-là, on le dira aussi, tout aussi calmement, que ces flammes-là, ce sont des flammes qui ont une lecture politique. La police assassine,
policier qui m'a mis un coup de matraque. J'ai reçu un coup de matraque qui m'a un peu sonné pendant quelques secondes. Tant que l'État français ne se mettra pas en conformité avec les exigences du droit international relatives à l'impartialité, l'indépendance et l'effectivité des enquêtes internes de la police, les forces de l'ordre continueront d'agir dans l'impunité. Rappelons que le communiqué de la préfecture, ce soir-là, annonçait qu'il n'y avait eu aucun blessé lors de ce rassemblement. La PHP, c'est-à-dire l'ensemble des établissements publics de soins de la région parisienne, était en grève cette semaine. Les personnels s'opposaient au piétinement de leur droit à la RTT. Du fait des sous-effectifs provoqués par les suppressions de postes répétées, il leur est impossible de ne travailler que 35 heures par semaine et impossible également de récupérer les heures effectuées au-delà de 35 heures. On travaille à flux tendu et jusqu'à l'épuisement et l'État ne veut pas entendre parler du paiement des RTT non utilisés, histoire de convaincre les agents d'aller voir ailleurs et de favoriser ainsi l'embauche dans le secteur privé hospitalier. Jeudi 21 mai, devant le bâtiment de l'assistance publique à Paris, des dizaines de représentants, toutes organisations syndicales confondues, ont pris la parole en continu pendant près de 3 heures pour exprimer leur colère et protester contre le projet de réforme de Martin Hirsch, directeur général de l'AP-HP, l'assistance publique des hôpitaux de Paris et d'Île-de-France. La remise en cause des RTT est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase d'un profond malaise au sein de l'AP-HP. Martin Hirsch s'est présenté ce matin à 6h30 dans un service comédie où on avait mis plus de personnel que d'habitude, où on avait briqué les chariots électriques. Martin Hirsch, il a des objectifs économiques, il faut qu'il rembourse soi-disant les dettes. Il faut savoir que la PHP aujourd'hui c'est 7 milliards. On n'a pas de dette. En 2014, la dette elle était de 0,8% sur la PHP, c'est rien. La dette, c'est l'argument récurrent pour restructurer et affaiblir le service public. Mais comme le dit ce médecin urgentiste, des moyens, il y en a. Vous voyez, moi en tant que médecin, quand je vois les bénéfices de Sanofi Aventis, quand je vois que Sanofi Aventis, depuis 10 ans, a augmenté les dividendes qu'ils laissent à leurs actionnaires, sur les médicaments qu'ils nous vendent à des prix honteux, en particulier les anticancéreux, et bien c'est là qu'il faut aller chercher l'argent. Entre visites de terrain orchestrées et médicaments à prix exorbitants, Martin Hirsch ne semble pas saisir la réalité de l'hôpital public aujourd'hui. Le public est malade, elle est malade depuis des années de différents plans d'austérité qui lui sont appliqués, alors que nous avons la responsabilité 24 heures sur 24 de la prise en charge de la santé de la population. Lorsqu'on s'attaque au personnel de la PHP, on s'attaque également à la prise en charge de la population, on s'attaque à la qualité des soins, on s'attaque aux conditions de travail. Et nous avons connu les épidémies de sida, nous avons connu les grandes catastrophes. Nous participons aux opérations dans tous les pays du monde et récemment, lors des attentats de Charlie Hebdo, nous avons besoin d'être reconnus. C'est de la reconnaissance et de moyens dont cette institution publique a besoin et non du mépris, car la prise en charge de la maladie, de la mort comme de la vieillesse est une question d'éthique dans une société. Les conditions de travail en gériatrie sont lamentables. Alors Monsieur Hirsch parle de la grande équipe. À Bretonneux, la grande équipe, elle existe depuis son ouverture. Et je peux vous dire que c'est une catastrophe. Une catastrophe. On fait travailler les gens le matin, le lendemain l'après-midi et ils reviennent le matin. Et ils travaillent même parfois en 12 heures parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Bien que la Cour des comptes d'Île-de-France pointe une inégalité des soins entre le nord et le sud de Paris, la politique de restructuration de l'AP-HP prévoit la fermeture d'établissements hospitaliers dans le nord. C'est une catastrophe sanitaire, c'est-à-dire que demain, les gens n'auront plus la possibilité de se soigner dans le service public. On voit déjà la situation aujourd'hui, les urgences engorgées. Il y a 800 demandes d'hospitalisation dans le nord de Paris au quotidien qui ne sont pas honorées. La politique du gouvernement, c'est de fermer les hôpitaux du nord. Nous, on a un hôpital public qui est rempli, ils vont le fermer.
Au-delà de Paris, c'est le projet de loi santé qui est pointé, des restructurations qui convergent vers l'hôpitalocentrisme et une suradministration de la santé. Certains évoquent un désastre sanitaire, d'autres ironisent et parlent de la Marisol mondaine au lieu de Touraine. La fracture entre le gouvernement et les Français est vive, l'hôpital en est la plébéante. Nos industries ont massivement contribué à la réalisation d'un milieu de vie profondément pathogène. Appauvrissement et standardisation de la nourriture, diffusion massive de molécules chimiques dangereuses dans l'environnement, pollution de l'air, consommation abusive de médicaments aux effets cocktails difficilement maîtrisables, etc. Au lieu de chercher à rendre moins toxique notre environnement, c'est-à-dire de prévenir, ce qui a l'immense inconvénient de n'être pas du tout rentable, des entreprises cherchent désormais à utiliser la fascination que nous éprouvons pour les avancées de la technologie afin d'augmenter nos capacités productives et de réparer aussi les dégâts commis à notre encontre, ce qui est bien plus rentable. Mais change-t-on impunément le vivant ? Le transhumanisme, c'est l'idée que les humains et la technologie sont en train de fusionner et que les humains vont devenir plus que ce qu'ils sont biologiquement. Nous pourrons échanger avec nos ordinateurs et ils nous répondront. Je prends par exemple une puce électronique que vous seriez susceptible d'implanter à l'intérieur de votre corps, une puce qui pourrait transmettre, surveiller à distance ma biochimie pour savoir instantanément si je suis en train de consommer trop d'aliments industriels ou si j'ai un excès de sucre. Ce qui rassemble tous les transhumanistes pour un objectif à moyen et à long terme, c'est de permettre de vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé, donc de permettre de ne plus mourir de vieillissement. Ce qu'on utilise parfois comme terme, c'est immortalité, mais en fait ce n'est pas immortalité, c'est plutôt amortalité. Donc on pourrait toujours mourir d'un accident, on pourrait toujours mourir si on le souhaite. Ce qui est nouveau, c'est que l'État le plus riche du monde et les sociétés les plus riches du monde se sont accaparés des technologies qui vont maîtriser l'humanité. Les géants de l'Internet qui sont à fond là-dedans, Google, Apple, Facebook, Amazon, et puis dans leur sillage, en fait, toute la Silicon Valley qui travaille sur cet homme augmenté avec un but, donc, repousser les limites de la mort, mettre au point des organes, cœur, les yeux, des reins, foie, etc. artificiels, mettre au point des nanoparticules qui détecteront les cellules cancéreuses, et puis aussi, si on ne met pas de barrière, faire de la sélection génétique pour augmenter le QI des nouveau-nés. L'un des gourous du transhumanisme, Ray Kurzweil, qui travaille pour Google, pense que d'ici 20 ans, on connectera son cerveau à un cerveau externe. Je dirais en 2029, une machine, une intelligence artificielle pourra égaler le cerveau humain, puis le dépasser. Nos cerveaux deviendront en grande partie non biologiques. Nous deviendrons donc en partie des machines. Et c'est quand même vachement inquiétant qu'on puisse mettre sur les rails des technologies qui vont être obligatoires, ils le prétendent, et je crois qu'ils n'ont pas tort, sans pouvoir assurer d'une part qu'on en veut, qu'elles servent à quelque chose, mais aussi qu'elles n'auront pas d'effet nuisible. Un monde dans lequel on n'aurait pas examiné suffisamment les risques pourrait mener, dans l'hypothèse extrême, à la disparition de l'humanité. Le déploiement de la première police entièrement robotisée avait suscité l'intérêt de toute la planète en 2016. Lâchez vos armes, vous êtes en état d'arrestation. Vincent Moore est un ancien militaire. L'intelligence artificielle est beaucoup trop imprévisible. Évidemment, toutes sortes de gens qui ont investi dans les neurosciences, dans l'automatisation, etc., voudraient développer ces marchés en fonction de leur business model. Et je considère comme Aristote que le business, c'est un intérêt particulier. Ça ne veut pas dire que c'est le mal, j'ai rien contre le business, je travaille avec beaucoup de gens du business d'ailleurs, mais ça veut dire qu'il faut l'encadrer. L'aspect prudent, c'est une bonne chose, mais c'est dangereux lorsque c'est dire non, on ne veut rien. Et c'est trop souvent cela, pas seulement à gauche, mais c'est trop souvent notamment cela à gauche, c'est quand il y a quelque chose qui est proposé, au lieu de dire, prenons Google, au lieu de dire nous souhaitons quelque chose comme Google, mais qui soit géré collectivement, on va dire nous ne voulons pas de Google. Pourquoi vous pensez que c'est trop tard pour agir, pour résister à cet élan vers le transhumanisme? Vous avez un téléphone portable? Oui. Oui. Voilà. Les gens sont à la fois terrorisés et fascinés par ce genre de perspective. Il n'y a aucun parti politique qui est prêt
à résister à ça. Je pense que malgré tout, même dans une démocratie qu'on dirait parfaite, théoriquement parfaite, les gens auront des pulsions de pouvoir, de puissance. Je peux imaginer un système démocratique dans lequel il y ait des choix collectifs de ne pas faire des progressions technologiques qui sont dangereuses. Par contre, je peux difficilement imaginer des choix qui interdisent aux gens qui le souhaitent de vivre plus longtemps en bonne santé. Ça, je ne peux pas, je peux difficilement l'imaginer. S'il n'y a pas de prise de conscience des possibilités de progression technologique dans, on va dire, la gauche en général et particulièrement la gauche européenne, il y a un risque que ça soit beaucoup plus aux mains de ceux qui recherchent surtout un intérêt financier ou qui recherchent surtout à le rendre d'abord accessible à eux-mêmes avec une vision de la solidarité moins développée. L'association que nous allons vous présenter maintenant est une résistante. Elle ne résiste certes pas à un régime odieux, mais son combat est tout aussi indispensable. L'abeille machine, en défendant l'apiculture périurbaine, lutte en effet contre la disparition des abeilles, et avec elle de 70% de l'agriculture mondiale, dépendante de la pollinisation des plantes par ces insectes. L'association a été fondée en 2010. C'était une association de passionnés d'apiculture tout d'abord. Et puis en fait avec la proximité des gens que l'on côtoie tous les jours en ville, elle a évolué vers une association qui est plus dirigée vers la pédagogie, la sensibilisation à l'environnement et puis l'animation ludique et pédagogique autour des abeilles et grâce aux abeilles, quoi. Alors l'association elle propose des stages d'initiation à l'apiculture pour ceux qui veulent avoir une ruche chez eux ou à la campagne, etc. Pouvoir s'occuper soi-même des abeilles. Elle propose aussi des animations en milieu scolaire, périscolaire, en maison de retraite, enfin avec tout public, en lien avec les abeilles et puis l'environnement. C'est un outil d'abord aux gens qui veulent défendre les insectes en général, les abeilles en particulier. Alors la particularité évidemment de l'association, c'est d'agir en milieu urbain. Alors du coup ça nous a fait découvrir des partenaires nouveaux qu'on n'a pas l'habitude de voir évidemment en milieu rural. Ici ce sont les bailleurs sociaux puisqu'on est au sein d'une cité, hein, c'est la cité des Larisses à Fontenay-sous-Bois. Elle compte 8000 habitants. On traite directement avec les bailleurs sociaux, ne serait-ce que pour avoir la possibilité comme ici d'être sur un toit d'immeuble et de pouvoir y disposer nos ruches. En contrepartie de ça, on propose des animations aux habitants qui sont gratuites en ce qui concerne le bailleur, mais le bailleur, en contrepartie aussi, nous achète une partie du miel qui est ensuite distribué gratuitement aux habitants. Ce qui est une espèce de petit cercle vertueux et on est bien satisfait de cet arrangement en fait. De l'autre côté, ça fait quelques temps qu'on négocie et on a réussi cette année finalement à installer des ruches dans le milieu scolaire, dans un collège, ici le collège Jean Massé, donc dans le quartier des Larisses, pour faire un suivi au niveau des élèves, un suivi tout du long de l'année des différents travaux de la ruche et de l'évolution des abeilles au fil du temps. Alors j'invite les associations qui pourraient entendre ce reportage à nous joindre pour échanger et savoir comment est-ce qu'on peut lutter au quotidien, très simplement, dans nos villes pour défendre les insectes, dans une certaine mesure, ceux qui ne sont pas nuisibles à l'homme. Et puisque vous avez sans doute marché ce week-end contre la firme Monsanto, dont certains produits sont directement ou indirectement responsables de la disparition des abeilles, on a demandé à son auteur de nous laisser vous diffuser un clip musical, original, qui résume bien le profil du criminel. Mon histoire a commencé en 1901, en plein États-Unis, État du Missouri. C'est à Saint-Louis que je suis né, aujourd'hui numéro 1 mondial de l'industrie chimique et agricole, à qui l'on reproche d'avoir du sang sur les mains, ainsi que d'être la responsable numéro 1 du score de la biodiversité qui dégringole, de l'empoisonnement des champs jusqu'aux assiettes, de la chasse aux paysans qui plantent que je brevette, des
des reproches, on m'en fait trop. Qu'ai-je fait pour en arriver là? Ma réussite, admirez-la, car je suis l'exemple même de l'entreprise qui a réussi sa vie. De l'entreprise qui a réussi sa vie. Incontestablement aidé par mon gouvernement, grâce aux liens qu'on a créés via nos portes tournantes. C'est la réalité, non pas un conte. Bien sûr, si vous prenez en compte les conséquences que mes choix ont entraîné. Des OGM à l'âge orange en passant par les PCB et tous les êtres humains étrangement décédés, ainsi que mon attitude hardcore envers le vivant, je suis d'accord. Mais nous ne pouvons pas nous permettre de perdre $1, alors je suis partout, je fais tout pour que tourne la machine. Même s'il faut que je m'échine, faut que ce monde, je le domine, que son avenir, je le dessine. Pour ça, je suis toujours prête à jouer à l'assassine. Je suis une multinationale états-unienne. Je sème la haine, je fais pousser les suicides. Je suis les OGM, je suis les pesticides. Je suis devenue la reine des brevets de la mort. Je bois le sang des hommes qui me donnent la force d'imposer mon empire pour le malheur et pour le pire. Responsable de l'automise à mort de milliers de paysans qui par mes brevets et mon génie du gène étaient devenus complètement dépendants de ma politique envers ces petites graines. Car oui, je m'approprie ce bien commun que je vole aux mains de ces peuples qui se les ont transmises de génération en génération. Voilà ce qui se passe quand on ne peut pas se permettre de perdre $1. On en arrive à vouloir devoir et pouvoir tout dominer au point de breveter le vivant. Faire main basse sur la vie, on me le reproche souvent. Certains se mobilisent, me diabolisent et me résistent. Combien de temps tiendront-ils face à mon tempérament colonialiste? Je ne m'en fais pas tant, dans quelques temps de moi vous dépendrez. Pour toutes les graines semées et pour tous les champs cultivés, intégrez ce cercle vicieux, j'assombrerai votre futur. Le contrôle des semences et celui de la nourriture, c'est ma stratégie, plus puissante que les armes, plus puissante que les bombes. Oui, ma philosophie gronde, elle est le meilleur moyen pour contrôler le monde. Je suis une multinationale états-unienne. Je sème la haine, je fais pousser les suicides. Je suis les OGM, je suis les pesticides. Je suis devenue la reine des brevets de la mort. Je bois le sang des hommes qui me donnent la force d'imposer mon empire pour le malheur et pour le pire. La domination est l'objectif de ma politique. Elle n'a pas de prix ni moral ni éthique. Depuis quand l'éthique est-elle rentable? Mais si un jour elle l'est, brevetée elle le sera aussi. Je m'en fous des critiques d'être lamentable. Je suis l'exemple même de l'entreprise qui a réussi sa vie. Vous avez cerné qui je suis, j'espère, parce qu'à être la plus réputée j'aspire. Tout comme dominer l'avenir de cette humanité, sur qui je suis prête à tout pour faire l'unanimité. Mais c'est difficile quand on porte sur le dos toute l'histoire de Monsanto, que de la vie du monde et son avenir on est les véritables bourreaux. Oui, les véritables bourreaux. Vous avez bien en tête que tous ces OGM que je brevette ne sont en fait qu'une corde au cou des paysans. Une corde que je tiens comme une laisse. Une corde au cou des paysans. Une corde au cou de l'humanité. Une corde que je tiens comme une laisse. Et voilà, cette édition de votre Alter-JT est maintenant terminée. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube de votre Alter-JT. On se retrouve dans quelques jours. À bientôt.